Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. On va la tourner pratiquement dans une ambiance lugubre. Pourquoi? Parce que le Congo est en deuil. Depuis un temps, la République a perdu un de ses dignes fils. Sindika Dokolo, vous le savez, est décédé dans un accident, dans une plongée maritime, sous-maritime à Dubaï. L'homme, son parcours, son combat et son héritage. Nous avons décidé donc de faire cette émission pour à la fois avoir les témoignages de ce qu'a été Sindika Dokolo, de son combat et de l'héritage qu'il laisse, mais aussi pour lui rendre un vibrant hommage pour son apport à l'alternance en République démocratique du Congo. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir quelqu'un qui l'a côtoyé, qui a travaillé avec lui, qui est à la fois collaborateur, frère et ami. C'est Maître Hervé Diakessé. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher Perrault. Nos condoléances les plus émues, les plus attristées, après donc la disparition des Sindika Dokolo. Hein. Merci beaucoup, merci Perrault. C'est une tragédie, une perte immense. On continue à encaisser, on n'a pas vraiment réalisé jusqu'à quel point il va nous manquer. Qu'est-ce qui s'est passé, Maître? Comment Sindika est décédé? On nous parle d'un accident. À un moment donné, certains ont dit même que c'était un meurtre, c'était un assassinat. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non. Quels sont les premiers éléments que vous avez, vous? Moi, je ne peux que me référer au communiqué officiel rendu public par la famille, étant donné que moi, comme vous, je n'étais pas sur les lieux. Sindika Dokolo est décédé d'un accident de plongée maritime en apnée, c'est tout ce que nous savons. Donc il n'y a pas lieu de spéculer, il n'y a vraiment rien à spéculer là-dessus. C'est un accident tragique, effectivement, mais il est parti. Il s'est donc noyé, l'homme s'est noyé. Il s'est noyé. Voilà. Donc dans cet accident, ce n'est pas un assassinat, ce n'est pas... Il faut qu'on lève les équivoques sur cette question-là. On accuse l'Angola, on dit que c'est le président Lorenzo, certains disent que peut-être que Kabila lui a réglé des comptes. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont racontées autour de ça. C'est de la spéculation. Et puis notre nature africaine, c'est que surtout une mort. Il n'y a pas de mort naturelle. Oui, voilà, dans la philosophie bantou, le Muntu aime tout ce qui accroît la vie, comme disait le père Placide Temples. Et donc la mort est toujours quelque chose, et surtout lorsqu'elle survient de manière aussi brusque, brutale, imprévue, elle est toujours sujette à spéculation. Voilà, non. Vivre, c'est accepter de mourir tôt ou tard. Et bon, pour ce cas précis, c'était tragique, c'était brutal. Mais c'est une mort. Sindika qui est parti, il faut qu'on se le dise quand même jeune, parce qu'il n'avait que 48 ans, il a combattu. Maître, je vous ai appelé pour qu'on fasse une émission à la fois témoignage, mais également un hommage qu'on doit rendre à Sindika. Vous avez été pendant longtemps collaborateur de Sindika, vous êtes encore jusqu'aujourd'hui porte-parole des Congolais debout, c'est le mouvement que Sindika a créé. Vous avez rencontré Sindika où? Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai reçu à l'appel des Sindika Dokolo personnellement parce que il voulait que je rejoigne le mouvement citoyen. C'est donc lui qui vous a tendu la perche le premier? Oui, il m'a tendu la perche comme il a tendu la perche à pas mal d'autres. Hein. Il lance d'abord un appel, vous avez les éléments, vous le passerez, où il demande aux Congolais qui comprennent que notre pays mérite mieux que la déliquescence dans laquelle sa classe politique l'a plongé. Il l'a trahi, refuse d'organiser les élections et nous met dans une situation d'impasse sans perspective et que dans les clivages entre politiciens, nous n'avons aucun avenir. Donc il appelle les Congolais dans leur diversité, sans considération partisane, philosophique, religieuse, à rejoindre un vaste mouvement citoyen qui combat pour l'alternance. Et c'est les Congolais debout. Et donc... un matin, vous recevez un coup de fil, c'est Sindika au bout de fil. C'est Sindika Dokolo, et ce n'est pas une blague. Nous discutons et nous rejoignons très rapidement une activité importante qui regroupait la société civile. Il faut se rappeler d'une chose, Perrault. Au moment, nous sommes en 2017, nous sommes en 2017, les accords de la Cinco, dit de la Saint-Sylvestre, ont pataugé. Il y a eu débauchage d'une grande partie de l'opposition. La Bruno Tibaledja, Premier ministre. Le Sphinx est décédé. Les gens ne croient plus aux politiques ni aux actions de mobilisation des politiques.
les acteurs, les activistes des mouvements citoyens se font arrêter. Certains opposants, Moïse Katumbi et les autres, soit en exil ou bien les Franck Diongo arrêtés, les Mouyambo arrêtés, certains en résidence surveillée. Il est même impossible de tenir des réunions et des manifestations à Kinshasa. Donc on se retrouve à Chantilly en France. Et là, nous élaborons un manifeste, les manifestes du citoyen congolais, dans lesquels les organisations de la société civile relèvent quand même que nous avons des constantes, indépendamment de nos spécificités, de nos actions et de toutes nos approches. Nous avons des constantes sur la situation du pays. C'est que nous constatons une volonté délibérée du régime Kabila de ne pas organiser les élections, d'exercer les pouvoirs par la violence, de vouloir changer la constitution, et le régime est passé outre même les accords de la Saint-Sylvestre dont il ne donne que sa version et dont il n'applique que les passages qui lui plaisent. Donc, résultat des courses, nous devons nous mobiliser si nous ne voulons pas avoir une démocratie totalement tronquée et un pouvoir à vie. À partir de ces moments-là, nous voulons tous travailler en synergie, chacun dans son domaine, pour mener un combat pacifique, un combat non violent, mais déterminé pour l'état de droit et l'alternance. Et là, vous lancez, vous engagez dans le mouvement Congolais Debout. Oui. Syndicat, c'était quoi l'idée? Quand il dit Congolais Debout, il refuse de parler politique. J'ai encore suivi avant cette émission, en préparant cette émission, sa dernière interview sur Top Congo. Exactement. Il dit que je ne ferai pas de la politique active, Exactement. mais il appelle les Congolais à faire de la politique. C'est un peu contradictoire. Non. Qu'est-ce que vous voulez exactement lorsque vous parlez des Congolais Debout? Alors, revenons d'abord quelques temps en arrière. Je discute avec Syndicat. Qu'est-ce qui se passe dans son propre cheminement? Syndicat Dokolo, il faut connaître son parcours. C'est le fils d'un grand banquier congolais, l'un des premiers, Augustin Dokolo Sanou, connu dans ces pays. Augustin Dokolo Sanou a une influence importante dans la construction de la pensée et dans des syndicats. Et il lui donne le nom syndicat. Syndicat en Kikongo, c'est l'envoyé. Hein, c'est lui. Le messager, effectivement. Et c'est celui que nous poussons vers l'avant. C'est même ça qui donne la même racine que le mot en lingala qu'on dit tindika. Quand vous poussez. Donc voilà, et on le met en avant pour l'envoyer pour nous. Donc c'est assez prédestiné pour dire déjà au niveau de la famille. Il a un culte pour son père. Mais son père connaît un moment des chutes foudroyantes. Hein. L'adversité dans le régime Mobutu, on lui a arraché sa banque, ses biens et tout son patrimoine. À peu près 17 entreprises d'Augustin Dokolo à ce moment étaient arrachées. Patrimoine immobilier colossal. Donc vous voyez cette famille qui a vécu dans la fortune, dans l'aisance, et du jour au lendemain, on vous arrache tous vos biens. Et vous ne pouvez rien dire. Nous sommes dans un régime des partis-États et des répressions terribles. Donc, il sait ce qu'est l'injustice. Donc, il va consacrer dans sa philosophie de vie, d'abord en tant que syndicat, un combat pour réhabiliter la mémoire de son père, rétablir le nom de Dokolo et se comporter en envoyé de ce que son père voulait qu'il soit. Syndicat. Donc voilà, déjà il faut avoir une idée. Il a déjà été taillé dans le combat pour contre l'injustice. Exactement. Ça se trouve dans son ADN, c'est ce que vous voulez dire. Il se retrouve en Angola dans son combat, un autre combat contre la spoliation des œuvres d'art. Il faut toujours voir que tout ce à quoi Syndicat s'est engagé a un lien intime avec son histoire personnelle. Donc il ne s'engageait jamais à la légère. C'est pour dire que lorsqu'il s'engage alors, il allait jusqu'au bout. Et il mettait tous les moyens pour ça. Donc, lorsqu'il est dans le combat pour qu'on puisse rapatrier les œuvres d'art qui ont été volées à l'Afrique par la colonisation, lors des guerres, etc. Soit dit en passant que c'est le plus grand collectionneur d'œuvres d'art modernes africaines. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Syndicat? En fait, chaque fois qu'il traquait les œuvres d'art qui étaient entre les mains des particuliers, surtout des Occidentaux, il leur offrait un deal simple. Je vous rembourse l'argent que vous avez dépensé pour acheter cette œuvre d'art, ou bien je vous poursuis en justice et j'ai les moyens de vous mener un très long procès, et là vous payerez sérieusement des dommages-intérêts. C'est comme ça qu'il a recouvré ces œuvres d'art et qui rentraient dans le patrimoine africain. Alors maintenant, ce qui se passe,
Il est en Angola, il a la fondation syndicale d'Okolo, qui notamment est en train de réhabiliter les musées de Ndundo en Angola et les masques Chokwe et tout ce qu'on connaît comme œuvres d'art. Et qu'est-ce qui se passe en Angola en ce moment-là? Une masse importante des réfugiés vient de la République démocratique du Congo, particulièrement du Kasaï. Ce sont les survivants de la répression Kamwina Nsapu, des massacrés, des enfants abandonnés, totalement dans les dénuements. Le syndicat d'Okolo est en Angola. Mais surtout, ce qui est étonnant, les autorités congolaises laissent à l'abandon nos propres réfugiés. Le syndicat intervient. Mais lorsqu'il intervient, il se rend vraiment compte que ça, c'est une injustice de trop. C'est que personnellement, il s'identifie à la cause de ses compatriotes. Il me dit, je vois des petits-enfants sans parents. Quand je vois l'itinéraire qu'ils ont dû emprunter, je sais qu'ils ont affronté, ils ont été exposés non seulement aux intempéries, mais aux bêtes féroces. Ils se retrouvent en Angola. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Tchéo Kitundu, essaie même de se présenter là-bas, il tente de se faire il a failli se faire l'appeler donc protégé par l'armée angolaise. Donc il s'est dit, le processus Kamwina Nsapu entre dans un système qui avait été mis en place en réalité pour prolonger indûment les mandats échus de l'ancien président Joseph Kabila, dans les mêmes titres que on a bloqué les élections à Beni, Butembo, motif Ebola, insécurité et tout, où on a eu même l'incendie des entrepôts de la CENI, on a bloqué les manifestations de l'opposition, on a bloqué les mouvements citoyens. Donc on était dans un système qui s'était mis en place pour étouffer les Congolais. Dit non, si nous continuons à rester aplatis à genoux, alors là, ça va être un problème. Donc, nous devons être des Congolais debout. Et donc, on fait un appel à tous les Congolais. Et là, il y a, si vous permettez, deux éléments qui entrent en jeu dans ce que, pour utiliser son expression, c'est une sorte de conjonction d'astres. Premier élément, son père avait créé une revue à l'époque, Congo Téléba. Donc, c'était déjà aussi pour lui quelque chose qui parlait. Nous avions notre hymne national qui nous appelle à être des Congolais debout. Debout Congolais. Mais déjà aussi, si vous vous rappelez, au courant du mois de juin 2017, les évêques catholiques se réunissent dans le cadre de la Synco et lancent un appel en faisant les bilans de l'échec de l'accord, de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, en disant les pays va mal, les pays va très mal. Congolais, levez-vous. Voilà comment le syndicat d'Okolo lance maintenant cet appel à rejoindre les Congolais debout. C'est ainsi que notre organisation va s'appeler Congolais debout en tenant compte de cet ensemble de circonstances. Vous créez les Congolais debout, il y a une conjonction d'astres comme syndicat d'Okolo l'a dit, mais l'objectif il est quoi à ce moment-là? Parce que syndicat dit, je ne fais pas de la politique active. Voilà. Il ne veut pas entendre parler de ça. Entre-temps, il dit que les Congolais, cependant, doivent s'engager en politique. Vous visez quoi lorsque vous créez Congolais debout? Lorsqu'on dit qu'il ne fait pas, avant de revenir sur ça, il ne fait pas de la politique active, c'est-à-dire que la politique active sous-entend la conquête du pouvoir et l'exercice. Notre problème dans les pays, c'est qu'il y a un trop-plein de politique. Tout le monde veut être dans les partis politiques, tout le monde veut conquérir les pouvoirs. Mais la chose politique en tant que telle, donc la gestion de la cité selon les valeurs, les intérêts, pose problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de citoyens. Nous avons de fanatiques. Nous avons des suivistes, nous avons des turiféraires, nous avons en règle générale de castes tribaux qui vont derrière un leader. Mais nous n'avons pas de citoyens qui réfléchissent État, intérêt général, cause nationale. Et donc, tout le problème que nous avions en règle générale, c'était plus un problème de citoyenneté qui se traduisait effectivement par les déficits de l'acteur politique. Or, quand syndicat lance les Congolais debout, il y a là aussi un problème. C'est que les gens se disent, à l'époque, c'est encore Eduardo dos Santos qui est président en Angola, et comme il est le gendre d'Eduardo dos Santos, et que les gens se rendent bien compte que la machine de répression de la Kabylie avait atteint un niveau tel que il n'y avait que la force qui pouvait éventuellement la renverser. Les gens se disent, mais au moins, celui-là peut venir avec l'armée angolaise, il va renverser... Avoir une base arrière en Angola. Exactement. Et
Et d'ailleurs, ça nous a valu, on a eu des militants arrêtés et par les services. Et parmi les choses que les services leur reprochaient, c'est que nous serions une base avancée de l'armée angolaise. Au syndicat leur dit, c'est une erreur de réfléchir comme ça. Primo, si les peuples se libèrent lui-même. Si vous attendez que les gens viennent de l'étranger pour vous libérer, vous n'avez fait que changer des maîtres. Et vous n'avez pas tiré les leçons que jusqu'aujourd'hui, nous payons les conséquences de la mise en place de l'AFDEL par la coalition rwando-ougando-burundaise. C'est que jusqu'aujourd'hui, parce que nous avions voulu que Mobutu parte, et nous n'avions pas voulu faire les jobs nous-mêmes. À un moment on s'est fait sous-traiter. On s'est fait sous-traiter, et nous avons dû payer la facture. Nous continuons à payer les casses, parce que les gens viennent sur base de leur agenda. Deuxièmement, si vous cherchez des libérateurs, une fois qu'ils vous ont libéré, ils ne vous doivent plus rien. C'est vous qui leur devez des choses. Vous cherchez des pères fondateurs, vous cherchez des héros tutélaires. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous traitent en citoyen. Mais si vous vous levez en tant que citoyen, fort de vos valeurs, croyant aux droits imprescriptibles que vous reconnaît la Constitution, et vous vous mobilisez en conséquence, d'abord, vous vous seriez libéré vous-même, et vous ne devriez cela à personne. Donc déjà, ça a annoncé le martyre des jeunes comme de Rossi, de Thérèse Kapangala et des autres martyrs des marches de CLC, mais aussi d'autres personnes qui se sont engagées. Parce que alors on a compris que la libération, c'était un combat de Congolais. Voilà pourquoi le syndicat disait, il n'a pas besoin de la politique active, mais il a besoin que des Congolais s'impliquent de plus en plus. Parce que là, on deviendrait des citoyens exigeants, puisque nous avons payé les prix pour ça. Et c'est comme ça que nous nous sommes impliqués dans les autres combats. Donc, le syndicat, lorsque nous finissons de signer la charte des citoyens congolais, les manifestes des citoyens congolais, qu'est-ce que nous nous disons? Nous allons tous nous entraider, chacun dans son domaine, et appuyer ceux qui avanceront. La cause est la même. Si l'un d'entre nous tombe, nous devons être là pour l'appuyer. C'est comme ça que nous, les Congolais debout, qui étions les derniers nés des mouvements citoyens à l'époque, nous nous sommes spécialisés notamment, outre dans la mobilisation et la sensibilisation, mais aussi à appuyer tous ceux des nôtres qui pourraient se retrouver face à la machine de répression. Voilà ce que notamment nous avons fait. Nous sommes intervenus pour certains de vos confrères et qui ont gardé cette habitude de recourir à nous lorsque, à l'époque, on les appelait les journalistes engagés. Les journalistes engagés, les Peter Tiani, les Mike Moukebaï, les Eliezer Tambo. Exactement. Qui étaient aussi signataires du... Les Serge Kabongo, les Moïse Ouaï, tout ce monde-là. Nous sommes intervenus pour Eliezer Tamboué. Nous sommes intervenus pour Peter Tiani. Nous sommes intervenus pour les militants de Filimbi, Carbone Beni et Mino Bopomi, Cédric et les autres collègues. C'était dans le cadre du combat, du manifeste tel que nous l'avions signé ensemble. Une chose que d'autres, parce que certains le diront d'eux-mêmes, je ne citerai pas les noms par décence, mais il n'y a pas une personne qui a été prisonnière pour la cause du combat pour la tenance qui n'a pas pu bénéficier de près ou de loin d'un appui des syndicats. Financier. Mais je le dis juste, un appui. J'ai gardé la décence. Parlons justement de ces interventions. Un autre cas peut-être, si vous permettez. Lors de la première marche du CLC, nous sommes en décembre 2017. Vous vous rappelez, il y a une demoiselle qui a eu le visage fracassé par un coup de balle vers Lemba. Mademoiselle Dorcas Makaya. Oui, qui avait les visages fracassés lors de la première marche du CLC de décembre 2017, du 31 décembre 2017. Elle avait dû être évacuée en Afrique du Sud. Syndicat Dokolo était parmi les personnes qui sont intervenues pour elle et qui étaient même prêts à prendre en charge son évacuation pour l'Europe. On dit que c'est le gouvernement qui l'a fait. Hein? Mais justement, parce que le gouvernement, dès que justement le gouvernement a organisé cette évacuation clandestinement, dès qu'ils ont su qu'il y avait de plus en plus de personnes qui sont intervenues. Mais je peux vous assurer que Syndicat Dokolo est intervenu personnellement pour ces cas-là. Parmi tant d'autres. D'ailleurs, j'ai reçu un appel totalement ému
de cette jeune personne qui garde en mémoire l'implication personnelle des syndicats. Mais c'est parmi tant d'autres choses qu'il faisait. Maître, je voudrais quand même qu'on parle des syndicats dans une période assez particulière. C'est la question de la lutte pour l'alternance et pas question de troisième mandat de Kabila. Mais avant ça, à un moment donné, vous créez Congolais Debout, vous dites que c'était un mouvement citoyen, mais on a eu l'impression que c'était un parti politique camouflé et un parti politique d'opposition. On vous confondait, vous, Congolais Debout, le CLC, l'UDPS, la dynamique de l'opposition. Les tendances s'est rapprochées plus de l'opposition. On a l'impression que syndicat, à un moment donné, comme s'il avait un problème personnel avec Kabila, mais il n'a pas pris son courage pour créer un parti politique, il se camoufle derrière un mouvement citoyen pour lutter contre Kabila. Non, en fait, d'abord, pourquoi nous nous retrouvions tous dans les mêmes combats? Parce que c'était un combat citoyen. Nous sommes d'abord des citoyens, nous tous. Et les combats citoyens étaient appuyés sur quoi? Sur l'article 64, le droit de résistance à l'oppression. Le droit de résistance contre tout individu ou tout groupe d'individus qui exerçait le pouvoir en violation de la Constitution. Et vous vous rappelez, les combats concernaient quoi? L'alternance. Ils ont signé des accords. Dans les accords de la CENCO, ils ont associé la société civile. Et après, ils n'ont pas respecté ces accords. On ne voulait toujours pas nous donner les dates des élections. On ne voulait toujours pas nous dire, on nous parlait des restes en fonction jusqu'à ce qu'il voudra lui-même organiser les élections. Donc il fallait une pression populaire. Et donc dans cette pression populaire, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, nous marchions ensemble. Mais la seule différence, c'est que nous n'aspirions pas à être candidats aux élections. Nous n'aspirions pas à diriger les pays. Nous voulions que chacun de nous choisisse librement. Vous l'avez fréquenté, donc pour vous, syndicat n'a jamais pensé candidater ni pour la députation, ni pour la présidence. Et ce n'était pas une manière camouflée de préparer une possible candidature dans le futur? L'homme était droit sur ses bottes, il ne fera pas de la politique active, il ne va pas se battre pour la conquête du pouvoir. Les gens avaient transféré sur lui beaucoup de fantasmes. On savait qu'il avait une surface financière colossale. Donc déjà, ce n'était pas quelqu'un qu'on irait corrompre. Et donc, il était, pour ceux qui l'approchaient, brillant, structuré, d'un raisonnement impeccable. Il avait un carnet d'adresses. Donc, il faisait les candidats idéaux. Sauf que ça n'a pas été pour lui sa grande préoccupation. Syndicat. Peut-être que l'ambition allait naître après. Nous sommes dans les spéculations parce qu'à l'époque déjà, syndicat s'était clairement déclaré sur la question. Il n'était candidat à rien. Mais il a appuyé un vaste mouvement citoyen, solide et dans les pays et dans la diaspora, pour la mobilisation des énergies pour une seule cause. L'alternance devrait être effective parce que si nous rations ce combat pour l'alternance, nous rations la démocratie, nous rations notre noble mission. Nos aïeux, nos grands-parents ont eu le combat qu'ils ont remporté, c'était les combats contre la colonisation. Kasavubu Lumumba, ils ont eu l'indépendance. Nos aînés ont eu une mission contre la dictature. Ils ont eu le 24 avril 1990. Nous ne devrions pas trahir la mission contre le pouvoir à vie, les tripatouillages de la Constitution. Donc nous avions répondu présent, comme les Thérèse Kapangala, les Rossi Mukendi, les Boloko et les autres martyrs. C'était ça, ce pourquoi les Congolais debout se battaient. C'était ça ce qui était important. Et le syndicat a été très clair là-dessus. Ce n'était pas sa personne, ce n'était pas ce que lui devait devenir qui était important. La preuve, c'est qu'il est revenu après. Ces questions lui ont été posées. Non, à moi, il avait dit dès le départ. Lui n'était pas candidat à quoi que ce soit. Donc, mais vous vous battez à côté du CLC, vous vous battez aux côtés de l'UDPS et des autres Congolais. Vous parlez d'un mouvement citoyen. Vous réussissez à avoir l'alternance qui a commencé de sitôt à claudiquer. Le syndicat nous abandonne, il part. Il n'a pas assuré les services après-vente. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un bourbier où Félix a dit, Kabila a dit, c'est bon d'obtenir l'alternance. Mais les services après-vente, les Congolais debout, vous vous êtes tués, vous avez abandonné le peuple à son propre sort. Non, je me rappelle encore que nous échangions lorsque on nous a appris que le président allait lancer les consultations et que les mouvements citoyens s'est concerté. Donc déjà,
nous devrions anticiper la possibilité d'être invités. Et si nous étions invités, quel serait notre cahier des charges? Donc, contrairement à ce que vous croyez, mais je ne peux pas tout non plus révéler, le syndicat était très au fait de la manière dont les choses allaient évoluer. On l'entendait plus, maître. On a l'impression que, bon, attendez, c'est comme ça que j'ai dit à un moment donné, vous nous donnez l'impression que c'était un combat personnel contre Kabila, vous nous engagez sur un chemin, Kabila parti, vous abandonnez, les services après-vente, c'est pas votre affaire. Vous êtes assez paradoxal. D'un côté, vous dites qu'on donne l'impression d'être dans un combat personnel, et de l'autre côté, vous dites qu'on ne l'entend plus. Mais on ne l'entend plus pour une raison simple, il n'est pas le mouvement. Il est un des membres du mouvement. Il est venu ici lors du dernier congrès de Congolais Debout qui a connu une restructuration parce que nous avions une configuration différente quand nous étions dans le combat qui exigeait un fonctionnement souple et clandestin de certains pour éviter que si ceux qui étaient apparents étaient arrêtés ou dédoublés, que le mouvement ne puisse être décapité. Mais une fois que nous rentrions dans la normalité, nous devrions aussi fonctionner différemment avec des nouvelles têtes ou des têtes qu'on ne connaissait pas dans le temps. Parce qu'à l'époque, les deux têtes les plus visibles, c'était, en dehors des syndicats, c'était moi et quelques-uns des collègues. Les autres étaient plutôt cachés, non pas qu'ils n'étaient pas actifs, mais c'était dans une stratégie pour éviter de se faire décapiter. Donc, après les congrès, le syndicat est rentré dans le rang. Il pouvait intervenir sur certaines orientations, mais il y avait maintenant une organisation. Pourquoi vous dites qu'il continue à parler? Là où on aurait dit qu'il continuait à faire une vendetta personnelle, il y a l'organisation. L'organisation a un porte-parole, l'organisation a une déléguée générale, l'organisation a des services de communication. Pourquoi ça devait seulement être à lui de parler? Maître Hervé Diakessé, syndicat Dokolo est parti, on ne l'a pas encore enterré, on le pleure, on parlera peut-être de ses obsèques vers la fin. Mais pour vous, la meilleure manière que les Congolais doivent rendre hommage à syndicat Dokolo, pour que là où il est, qu'ils se disent, bon, je suis heureux d'avoir apporté quelque chose dans ce pays, que faut-il qu'on fasse pour que le syndicat soit content de ce qu'il a fait, de ce qu'il a apporté dans ce pays? Je me rappelle d'une conversation, maintenant les choses prennent tout leur sens, qu'il avait avec quelqu'un. Et il disait, bon, avec tout ce qui se passe dans notre pays et tout, si un jour vous devriez rendre compte, qu'est-ce que vous diriez? Il dit, si plus tard, un jour, un de mes enfants, de mes petits-enfants, me pose la question sur ce qui se passait au Congo, vous étiez brimé, etc. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Il dit, j'aurais essayé. Moi, j'aurais essayé. C'était ça, en toute modestie, qu'il avait dit. Essayez de changer les choses. J'ai fait ma part. Essayez de bouger les lignes. Voilà, en tout cas, syndicat l'a fait. Syndicat l'a fait, il en a payé les prix. Il a payé les prix de l'exil. Il a été exposé à un procès totalement bidon. Une condamnation qui a été annulée par la Cour de cassation. Et donc, il n'a pas pu fouler le territoire national 5 ans durant. Et c'est bien. Et en plus, ses affaires ont connu quelques soucis dans le pays. Alors, nous devons juste être Congolais debout. Ce n'est pas seulement être le membre d'une organisation dénommée Congolais debout. C'est une vision de la citoyenneté qui ne se limite pas à être en train d'encenser les gens, mais dans l'exigence d'un combat pour les valeurs, la croyance dans l'État, la croyance dans la redevabilité de nos dirigeants, et cette capacité d'être exigeant à leur encontre, tout en les appuyant lorsqu'ils marchent dans le bon sens. Syndicat pouvait vous regarder droit dans les yeux, sans méchanceté, mais vous dire que là, il était en désaccord. C'est comme ça qu'on prétendait qu'il avait de problèmes personnels avec Joseph Kabila. Il avait dit non, il avait été présent lors de son mariage. Donc vous imaginez, il faut voir l'indépendance d'esprit d'une telle personne. Donc Joseph Kabila a été présent lors de son mariage. Il gardait de bons rapports avec lui, il était plus ou moins de la même génération. Comme tout homme d'affaires tranquille qui est dans son confort. Mais il préférerait rester faire des deals avec un président avec qui c'était un bon rapport, peu importe que lui prolonge son pouvoir ou commette des dégâts. Non. Mais lorsqu'il s'est agi de la cause nationale, la cause congolaise, il dit ça va peut-être m'écouter des amitiés, ça va peut-être gêner mes intérêts, mais ça fait pire que gérer ses intérêts. Ça lui a valu des procès bidons. Il a dit non, monsieur le président, votre mandat est terminé. Et si tel n'est pas le cas, si vous ne vous en rendez pas compte, je vais associer d'autres compatriotes
afin qu'ils puissent me rejoindre pour que nous vous le disions haut et fort. Parce que nous nous tiendrons debout, comme des Congolais debout, et nous vous dirons, c'est assez, votre mandat est terminé. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit, émission hommage à Monsieur Syndicat Dokolo. Et pour parler des syndicats Dokolo, un de ses collaborateurs, un de ses amis, un de ses proches, Maître Hervé Diakese, qui est encore porte-parole du mouvement congolais debout, mouvement qu'a lancé Syndicat Dokolo. Martin Luther King disait « I have a dream ». Quel était le rêve des syndicats Dokolo pour le Congo? Il rêvait de quoi? Il rêvait d'un pays paradis qui nourrit tous les Congolais. Il rêvait d'un pays qui était pratiquement la locomotive d'Afrique. Syndicat, son rêve pour le Congo était quoi? Il arrivait que nous ayons beaucoup de débats ensemble et on était très souvent en désaccord. On était très souvent en désaccord parce que des fois, syndicat estimait qu'un État fort passait des fois aussi par un pouvoir fort, mais des fois on n'avait pas la même conception de pouvoir fort. Syndicat croyait à un Congo qui pouvait émerger avec des capitaines d'industrie. Syndicat est le fils d'un banquier. Je vous ai dit, toute sa pensée a été structurée par son père. Alors imaginez qu'Augustin Dokolo Sanou, c'est un autodidacte. Il n'a pas fait d'études poussées. Il n'a pas fait d'université. C'est pas l'économiste patenté qui a étudié à Cambridge, qui a étudié, je sais pas moi, à Sorbonne ou ailleurs, non. Voilà, c'est les premiers banquiers congolais. La nouvelle banque de Kinshasa. Et donc, c'est les pères des syndicats. Il forme son fils. Et syndicat, c'était cette idée que l'argent, c'était un capitaine d'industrie. Donc, l'argent, c'était un moyen. Ce n'était pas une fin en soi. Il savait créer, générer, mais mobiliser et faire fonctionner l'argent pour atteindre des objectifs. Même des objectifs qui n'avaient pas une finalité financière, comme le cas des Congolais debout, qui était une organisation pour laquelle aussi il a mis des moyens afin que cette organisation atteigne des objectifs. Donc ça, il croyait en un Congo. Il a toujours dit que le problème du Congolais, ce n'était pas les diplômes, etc. Il y avait suffisamment de gens qui estimaient c'était dans l'homme. Est-ce qu'il pensait que ce Congo-là pouvait naître un jour? Il n'était pas du genre... comment il faut que je trouve l'expression en français? Bon, est-ce qu'il n'était pas résigné? Est-ce qu'il ne se disait pas, ce pays n'a pas de chance, comme nous tous on a l'habitude de le dire? Est-ce qu'il était convaincu qu'un jour, ce Congo-là naîtra du sol? Vous me voyez rire, parce que résignation, ce n'est pas syndicat. Écoutez, on vous parle de quelqu'un qui vient d'une famille qu'on a ruiné délibérément. Vous comprenez ça? On leur a arraché le bien. Et ils se sont relevés. Et il a continué les combats et il s'est hissé à nouveau. Ça, si c'est ça de la résignation, il faut trouver un autre mot. En tout cas, résignation et syndicat, c'était incompatible. C'est juste deux termes qui ne peuvent pas coïncider. Non, il croyait. Et syndicat, c'était c'était un chasseur de compétences, un chasseur de la crème, de ce qui pouvait marcher. Et il était quelqu'un qui se propulsait dans les futurs. Il avait une expression que j'aimais bien. Il citait, je crois, Saint François d'Assise, peut-être, je ne sais plus, être un homme pour les autres. Un homme pour l'autre, un humain. Et nous, on l'avait traduit par être un Congolais pour les autres. C'est comme ça que ceux qui plairent syndicat, c'est pas que les Congolais debout. C'est même ceux chez qui il suscitait des fois beaucoup d'adversité, parce qu'il n'était pas indifférent. Mais il avait une présence qui marquait et il croyait que nous pouvions être à la hauteur de ce que nous devrions. Et il disait autre chose, nous sommes appelés à être grands vis-à-vis de l'extérieur, mais on ne peut jamais être plus fort de l'extérieur qu'on ne l'est de l'intérieur. Donc il fallait d'abord nous consolider. Commencer sur le plan endogène avant d'aller à l'extérieur. Toujours, parce que c'est la congruence. Sinon, vous êtes juste dans les cosmétiques, dans l'épidermique, alors qu'il n'y a aucune consistance à l'intérieur. Et donc, il avait un grand rêve pour ce pays. Non seulement il avait un grand rêve, mais lui, il est réalisé. Les gens et ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour parler de son combat citoyen. Mais les gens ne connaissent peut-être pas l'étendue des investissements qu'il a dans ces pays.
Ils n'en ont juste pas conscience. C'est ça aussi, justement. Certains de ces détracteurs disaient que, attendez, il ne faut pas croire à ce monsieur, il ne connaît pas nos réalités. Syndicat Mata des Sensibilité, syndicat doit taxer à Victoire T. Il est né avec une cuillère d'or dans la bouche, ce garçon. Il ne connaît pas nos réalités, il ne peut pas nous défendre, syndicat Dokolo. On dit que c'était un combat cosmétique, même si vous ne voulez pas que je le dise, de la part de quelqu'un qui ne connaît pas les réalités du Congo profond et les réalités du Congo. Syndicat n'a pas étudié chez nous. Syndicat, c'était... Attendez, maître, syndicat, c'est quand même... alors, première chose, non. Syndicat a vécu beaucoup plus longtemps chez nous qu'il n'a vécu à l'étranger. Pas dans nos conditions, pas dans nos conditions, non, maître. Mais alors, c'est d'ailleurs à cette question qu'il avait répondu. Vous voulez, s'il a investi dans ces pays, s'il y a mis des moyens, c'est que forcément, il a dû procéder au moins à une analyse du contexte. Vous ne mettez pas votre argent et vos investissements dans un milieu que vous ne maîtrisez pas. Non, vous pouvez tout faire sauf ça. Si vous êtes un homme d'affaires avisé, averti, et non quelqu'un qui vient juste prendre la caisse de l'État et s'en aller. C'est quelqu'un... Lorsque nous faisions nos mobilisations et sensibilisations, les gens reconnaissaient en lui soit le fils de leur chef, soit leur patron dans les entreprises qu'il créait. Non, ça c'est de la grande spéculation des gens. Simplement, il appartenait à une génération des capitaines d'industrie, des gens mondialisés, qui avaient une approche qui ne se limitait plus à un seul pays. Donc, qui avait d'abord décidé par son combat pour les rapatriements de nos œuvres d'art, par la surface internationale de ses affaires, aussi dans les cadres aussi de sa propre vie personnelle. Donc ce n'était plus quelqu'un qui menait que les affaires à partir d'un seul pays. En cela oui, parce qu'on est dans une modernité et c'est une génération dans la digitalisation, dans la numérisation qui évolue en fait entre deux avions. Hervé Diaké, je n'ai pas envie de faire le procès des morts, mais bon, on en parle quand même un peu. Syndicat, ces derniers jours sur la terre ont quand même assez été tumultueux dans cette affaire. On parle de problème des fiscs, quelqu'un qui parlait des Congolais debout, mais qui volait les fiscs angolais, qui avait de problèmes avec son épouse. On parle des milliards, des Sonangol. On dit qu'il a créé des sociétés dans des îles vierges. En réalité, ce que nous avons vu les derniers jours des syndicats sur la terre des hommes était en totale contradiction avec l'idée des Congolais debout. Oui, mais justement, on n'a toujours pas eu une décision judiciaire qui le dise. Nous n'avions que ce qu'on parlait. Et il avait dit, il a répondu à ça dans plusieurs médias, qu'il était prêt avec ses avocats. Il attendait. Tout ce qu'il demandait, c'est d'avoir droit à un procès équitable afin qu'il puisse, lui aussi, répondre à ces accusations. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il ne suffit pas juste d'étaler. Ça ne vous a pas choqué d'apprendre après que, bon, voilà, syndicat, cité tel avec sa femme, la fille d'Eduardo Santos, syndicat, cité dans... Toutes ces affaires-là ont, d'une certaine manière, écorché un peu son image. Hein, il faut qu'on se le dise. Hein, c'est pas le sein de Congolais debout qui s'est faisait... voilà. J'ai pas envie de faire le procès des morts. Balobation, il t'a confié à commis bien. Bon. Non, laissez-moi vous embarrasser un peu. Vous êtes dans votre métier. Moi, les syndicats que je connaissais, c'est une personne qui était dans le confort de sa fortune et qui aurait pu y rester pendant que nous étions en train de trimer, de nous faire écrabouiller par une machine de répression et qui s'est dit non, je mobilise mes compatriotes, je me mets avec eux au devant, peu importe ce que ça va m'écouter, mais nous allons nous battre pour la démocratie et l'état de droit. Et lorsque certains d'entre eux tomberont, se feront emprisonner, j'appuierai, je donnerai les moyens nécessaires pour qu'ils bénéficient d'avocats, pour que leurs familles ne se sentent pas déséquilibrées et que ceux qui sont blessés, nous puissions les soigner. Et moi, croyez-moi, chaque fois qu'on me parle des syndicats, c'est cet homme-là que je connais. Les restes, en tout cas, l'histoire jugera. L'histoire jugera, maître. Bon, on va aller vers la fin de cette émission. Parlons des obsèques. Syndicat, on sait qu'il est le fils d'Augustin Dokolo, né d'une mère danoise. Oui, danoise, mais qui vivait à Londres.
Oui. Ça va se passer comment? Est-ce que les Congolais auront la chance de voir syndicat passer par ici? Est-ce que vous avez déjà établi un programme? Où se trouve le corps des syndicats à ce moment ici, maître? Normalement, des funérailles sont prévues à la cathédrale de Westminster à Londres. Ce sont des funérailles prévues pour ce mardi 17 novembre. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, sauf changement de programme, parce que étant donné que la Grande-Bretagne et surtout l'Angleterre se trouve en risque de lockdown, donc de fermeture du fait de confinement, voilà, du fait de Covid. Donc ça, c'est des programmes que nous établissons, que nous recevons établis par la famille, en tenant compte que les autorités britanniques peuvent toujours en modifier la teneur. Normalement, c'est pour ce 17 où il y aura un culte qui va être simultanément retransmis de Londres à Kinshasa et à Luanda. Et pour nous tous du Congo, nous sommes invités à être au musée national où nous pourrons suivre en temps réel. Ceci est un clin d'œil pour l'homme d'art, l'homme féru d'art qu'il était. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc syndicat Dokolo, selon les programmes, sera inhumé ce mardi à Londres. Exactement. Après une cérémonie dont le format sera déterminé avec les autorités britanniques. Les Congolais vous regardent, maître Hervé Diakessé. Ça sera quoi votre mot de la fin? Qu'est-ce que l'on doit retenir en une minute concernant syndicat Dokolo? Que nous ayons une pensée pieuse pour syndicat, pour ceux qui l'aimaient. C'était un homme, il n'était pas parfait, mais c'était un compatriote qui nous a rendus fiers. En ce qui me concerne, j'ai été très fier d'avoir milité à ses côtés et d'avoir partagé même une portion de sa vie, une portion qui concernait un engagement pour notre pays, pour nos compatriotes, que nous puissions continuer la lutte, que nous restions des Congolais debout. Ce n'est pas seulement par rapport à syndicat. C'était la dernière question. Que deviennent les Congolais debout après syndicat Dokolo? Est-ce que le mouvement se poursuit? Est-ce que le mouvement est un mouvement, il doit continuer. Être Congolais debout, ce n'est pas juste appartenir à une organisation, c'est avoir cette philosophie que notre hymne national nous recommande. Debout Congolais, dressons nos fronts, longtemps courbés, prenons le plus bel élan. C'est ça, et tel que notre constitution nous le demande, c'est que nous ne puissions jamais nous aplatir face à des individus ou des groupes d'individus qui à un moment donné peuvent penser tripatuer la constitution et s'organiser un pouvoir à vie ou bloquer notre épanouissement. Et donc nous ne resterons jamais à genoux, nous restons les Congolais debout. Maître Hervé Diakessé, merci d'être venu nous voir, et une fois de plus nos condoléances et une pensée particulière en ce moment à son épouse Elisabeth Dos Santos. Isabelle Dos Santos, qui passe des moments assez difficiles, qui avait vraiment besoin de l'appui de son mari à ce moment ici, mais Dieu en a décidé autrement. Merci aussi à sa mère, Madame Anne Dokolo, à ses sœurs et à ses frères et à tous ceux qui lui sont proches. Nous recevons des messages du monde entier, des gens qui n'en reviennent toujours pas. J'en parle aujourd'hui. Je sais que le syndicat est parti, mais je ne le réalise pas encore. À un moment donné, certainement, je ferai mon deuil. Mais c'était... voilà, merci, Pedro. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était Maître Hervé Diakessé, porte-parole du mouvement Les Congolais Debout, mouvement lancé ici par Syndicat Dokolo. Nous avons donc décidé de faire cette émission en hommage à Monsieur Syndicat Dokolo. Et vous l'avez suivi, qu'un programme des obsèques a été établi. Si rien ne change, Syndicat Dokolo sera donc inhumé ce mardi à Londres, en Angleterre. Mais ici à Kinshasa, ceux des partisans des Dokolo, ceux qui veulent lui rendre un tout dernier hommage, pourront se retrouver au musée national, oui, ou une rétransmission. Est-ce que vous n'avez pas un livre de souvenirs de condoléances? Voilà, justement, notre mouvement citoyen Les Congolais Debout, par contre, organise des veillées citoyennes à partir de demain, vendredi, jusqu'à lundi, au siège du mouvement. C'est juste sur recommandement, et maintenant c'est avenue des forces armées. Référence, restaurant Galitos, hein, et KPMG et les Halles de la Gombe. Donc c'est là-bas que les gens peuvent aller avec vraiment, vous êtes signer sur les livres de condoléances et tout ça. Si vous pouvez répercuter ceci. Syndicat Dokolo va en paix. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Bonsoir chez vous.